Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Philippe Seguin? Oui, Oui, ça me parle. C'est un homme politique qui a beaucoup fait pour la ville d'Épinal. mais il a fait beaucoup de choses pour la ville d'Épinal. Non. La chèvre à Monsieur Seguin. Non. Je ne sais pas les exemples parce que je n'habitais pas Épinal à cette époque. Ah, c'était un maire, un ancien maire? Alors oui, je sais qu'il a été maire de la ville, mais à l'époque, je peux pas vous dire les dates, à l'époque là, j'étais encore trop petite. 20e siècle. Bonjour. Est-ce Bonjour. que Philippe Seguin vous dit quelque chose? Pas du tout. Je ne connais pas, je suis pas d'ici. 50, 1950, 1970. 80. 90. Oui, il a été maire d'Épinal, il a été député, il a été président de la Cour des comptes. Il a une grosse carrière politique. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour la ville? Je sais qu'il a beaucoup développé, si je dis pas de bêtises, le sport dans la ville. Et il a créé les villes fleuries, je crois aussi également. Alors moi, ce que je retiens de Philippe Seguin, c'est les temps aménagés de sport, les après-midi. Hein, ça, c'est quelque chose qui est resté et ça date de plus de 30 ans. Alors, il me semble qu'il a été maire d'Épinal. Et il a dû être député ou ministre. Un grand nom puisqu'il a été maire, ministre et puis président de l'Assemblée nationale. Philippe Seguin, ancien maire d'Épinal, député auprès de l'Assemblée nationale, une maire qui a pu moderniser la ville d'Épinal et la revivifier en son temps. Une grosse volonté de faire vivre sa ville et de la remettre au goût du jour avec, je pense aussi, le golf d'Épinal, la carrière colo, le site d'escalade qui était vraiment une innovation, le parcours de canoë-kayak qui lui tenait particulièrement à cœur. Je sais que c'était un des poids lourds de RPR, si je ne me trompe pas. Et je me rappelle très bien quand Balladur a promis à Chirac qu'il ne se présente pas, il s'est présenté parce que M. Balladur, il en a cru. Philippe Seguin, il l'a ratatiné. C'était un grand serviteur de l'État. Il avait inclassable. Il avait effectivement ce destin national. Il était quelque part un modèle idéal de l'homme politique. C'était quelqu'un de très cultivé, qui avait une réflexion profonde. Comme je le disais toujours, même un discours pour le départ d'un préfet, ça se transformait en une réforme de l'institution préfectorale, quoi. C'était toujours un vrai plaisir. Et puis c'est lui qui écrivait ses discours, hein. Il aura quand même marqué de manière extraordinaire la ville. Alors, il avait plein de qualités, plein de défauts, hein, comme nous tous. Mais je pense qu'il était d'une intelligence extraordinaire, capacité de travail hors du commun. Après, il avait certainement les défauts de quelqu'un qui était très angoissé, quelqu'un qui a certainement pas fait la carrière politique qu'il aurait dû faire. C'est une figure hors norme de la scène publique française. C'est certainement la personne qui incarne le mieux le gaullisme après De Gaulle. C'est un homme qui était, quand je dis hors norme, c'est-à-dire qui était impressionnant, qui avait une personnalité forte. Il était difficile d'ailleurs de rester soi-même face à lui. Je garde une image d'un homme politique comme on rêverait d'en avoir beaucoup. Quelqu'un de visionnaire, c'est important. Quelqu'un qui s'est anticipé sur le temps. Quelqu'un qui est d'une rigueur absolue. Quelqu'un qui a un niveau d'engagement par rapport au projet qu'il peut porter, qui est aussi hors du commun. C'est cette image-là, et puis une image aussi de bienveillance et d'affection. Je crois que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les gens de manière générale. Philippe Seguin, il avait la France dans les veines. Il avait le peuple de France dans les tripes. Il avait en permanence le regard posé sur les institutions, avec la volonté d'aller rechercher le progrès pour chacun, tout cela matiné sous des convictions très profondes.
Pour lui, la République, c'était pas un vain mot, c'était pas des institutions, c'était des principes. Mais même quand on sait tous ceux qui sont allés, on va dire, plus haut que lui hein, dans leur carrière, c'était, à mon avis, il était largement au-dessus du lot. Voilà, je pense que la France a loupé quelque chose quand elle n'a pas su saisir l'opportunité de l'amener vers une destinée encore plus grande que celle qu'il a connue. Et moi, je pense que c'est franchement quelqu'un qui aurait dû être au plus haut sommet de l'État. Il était très réservé. Moi, je le vois encore à la Maison du Bailli. Personne, alors, comme il était impressionnant, personne ne venait lui parler. Et donc, on contournait l'individu. C'était quelqu'un d'imposant physiquement, mais aussi de par son intelligence, d'une grande lucidité, qui était visionnaire, un esprit très vif. Il était aussi, par moments, ténébreux, voire coléreux. En tous les cas, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas laisser indifférent. Philippe Séguin, c'était un séducteur. Et il utilisait la séduction pour convaincre. Sa silhouette imposante, sa voix unique, l'homme cultivé, attachant qu'il était, tantôt sombre, tantôt souriant, luttant toujours contre les injustices, déjà à cette époque représentant les valeurs de la République. C'est tout cela qui m'a amené à le côtoyer, à le servir et être à ses côtés pendant de longues années. Bon, Philippe Séguin, dans le monde politique, c'était quelque part, pas un ovni, mais quelqu'un à part. Il avait une rigueur, une honnêteté, une vision que beaucoup de politiques n'ont plus aujourd'hui. Et incontestablement, tout ça manque beaucoup au paysage politique français. Bon, il avait quand même un caractère affirmé, on veut dire. Et puis la carrure du bonhomme, effectivement, la voix aussi, c'est impressionnant. Hein. Il y a des anecdotes comme ça, il fumait des gitanes, et on fumait au conseil municipal hein, à l'époque. J'avais le docteur Cusneau, là aussi, dans l'équipe, qui fumait la pipe, moi aussi. Et ce gars, il fumait des gitanes, et au cours du conseil municipal, il appelait son chauffeur, Jean-Jacques, pour qu'il aille lui chercher un paquet de gitanes. C'était assez pittoresque quand on raconte ça. On terminait les conseils municipaux, c'était une fumée bleue dans le grand salon. Franchement, c'était un type hors du commun, encore une fois, avec ses faiblesses, mais et c'était une chance extraordinaire pour Épinal d'avoir ce maire. Alors, tout le monde le dit, tout le monde le sait, tous ceux qui l'ont côtoyé, c'était tout sauf un gestionnaire. C'est pour ça que c'est amusant de savoir que par la suite, il a donné des leçons de gestion à l'ensemble des collectivités locales quand il était président à la Cour des comptes. Mais c'était un développeur, et surtout, c'était une époque où Épinal avait besoin plus de développement que de gestion. C'est-à-dire qu'il y avait un retard considérable qui était une réalité sur un certain nombre d'équipements structurants, et par déjà sa volonté, son dynamisme, mais aussi par sa capacité à fédérer au niveau national les financements publics, mais également, je dirais, les financements privés quelque part. Il a su rattraper le retard d'équipement qu'avait la ville d'Épinal. Quand je dis rattraper, c'est plus que rattraper, puisqu'il a laissé une ville avec un niveau d'équipement largement supérieur à la moyenne des communes de la même taille. Je ne sais pas s'il était franchement heureux. Il était certainement heureux quand il assistait aux compétitions sportives dont il était passionné, quelles qu'elles soient, avec une préférence certainement affirmée pour le foot. Mais globalement, c'était surtout quelqu'un qui travaillait tout le temps, qui réfléchissait sans arrêt, qui pouvait avoir des états d'âme qui passaient par des moments, je veux dire, parfois d'hésitation ou un peu de mélancolie. Et puis après, par d'autres moments où il était extrêmement expressif, ou éclaté de rire, plein d'humour. Donc c'était un personnage qui avait un côté qui était, c'est vrai, un peu imprévisible, mais très impressionnant. Il a voulu réveiller cette belle endormie en faisant d'Épinal un laboratoire, un champ d'expérimentation pour créer ce qu'on pourrait appeler la cité idéale. Alors, il l'a fait visiter, il l'a fait rayonner dans les ministères, dans les couloirs de l'Assemblée, où il vantait auprès de ses collègues la ville. Il voulait lui faire collectionner tous les prix. La ville la plus sportive, la ville la plus fleurie, la ville la plus innovante. Mais je dirais plutôt voilà, le côté d'un homme qui était excessivement influent en France, qui avait une fonction institutionnelle très imposante et très puissante,
mais qui néanmoins n'oubliait pas un rapport humain très considérant et très respectueux pour son alter ego. Enfin, j'ai beaucoup aimé cet homme. Il a été influent pour Épinal, il a réveillé la ville, il l'a transformée. Ça a été le début d'un année bonheur, on va dire, du point de vue historique et du point de vue des fouilles, parce que là, pendant les 6 années où j'étais dans l'opposition, je n'ai jamais eu aucun problème avec lui, aucun. Bien au contraire, c'est là où j'ai ouvert le musée du chapitre, hein, c'est 86, c'était à cette époque-là. Des fouilles, on a continué, et on a commencé les fouilles avec l'université de Nancy, du château, à partir de 84. Donc là, ça a été aussi... et j'ai fait des choses, j'ai fait des fouilles archéologiques en ville, à cette époque-là, alors que j'étais dans l'opposition. Il a eu une approche structurée, minutieuse pour développer Épinal, pour développer l'attractivité d'Épinal, pour faire venir les entreprises, les dirigeants et leurs familles. Donc Épinal s'est doté de nombreux équipements sportifs, culturels. Il était fier du premier golf municipal en France, fier du premier parcours de canoë-kayak dans le centre-ville. Le bonheur quand le SAS Football, parce qu'il n'est pas uniquement supporter du PSG, quand le SAS Football a renoué avec la deuxième division en 1990, quand il a mis à la tête du club du hockey d'Épinal la star mondiale du hockey, qui était Bob Gainey. Après, il suivait tous les matchs, il suivait les matchs à la Colombière, il était un vrai passionné. Moi, le nombre de réunions, alors pas de conseil municipal, mais de réunions politiques importantes qui étaient interrompues parce qu'il y avait un match important à la télé du PSG. Il aimait bien le PSG aussi, hein, c'était un supporter, même quand il était maire d'Épinal, qu'il était spinalien, il était un supporter inconditionnel du PSG, qui n'était pas le PSG qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc le nombre de matchs qu'il a interrompus, et puis également la valeur du sport comme outil d'intégration, outil d'ascension sociale, enfin voilà, des sujets qu'on connaît aujourd'hui, mais dont pour lequel il n'y avait pas de feinte de sa part. C'était une vraie conviction, et c'était un homme, je dirais, résolument engagé dans cette direction. Il était très heureux de pouvoir accueillir les assises du RPR ici à Épinal. Donc on a eu à l'époque tous les grands gaullistes qui étaient ici à Épinal, et on était au monument aux morts. J'étais à côté de Guy Dru. Il était avec quelques jeunes députés, et Guy Dru dit: quand je pense qu'à cette heure-ci, il y a le match du PSG et qu'on ne va pas pouvoir le voir, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a Canal+? J'étais tout jeune marié, j'ai dit: bah si, moi j'ai Canal+ chez moi. Hop, on était à 200 mètres de ce qui était mon premier appartement de jeune marié, en plein travaux. Et donc, ils ont pu regarder Images+. Je suis reparti rejoindre les Philippe Séguin, et j'ai croisé mon épouse en me disant: tu ne seras pas surpris, il y a Guy Dru chez nous qui est en train de regarder un match de football. Donc il était plutôt proche du PSG, tout en étant très attaché au club de foot d'Épinal, au SAS Football. Et le hasard du tirage au sort de la Coupe de France a fait qu'un jour, Épinal a eu le plaisir, l'honneur de recevoir le PSG. Et à l'après-midi de ce match, Philippe Séguin souhaite me rencontrer. Il n'était plus maire d'Épinal, mais il était revenu à Épinal pour assister à la rencontre, et il a souhaité me rencontrer l'après-midi pour qu'on parle, qu'on papote de tout et d'autre. Et il me demande dans la discussion si j'ai l'accord du Paris Saint-Germain pour laisser sa part de recette du match au club d'Épinal. Je n'avais pas eu à ce moment-là la confirmation que le PSG abandonnerait sa part de recette à mon club. Et il a tout de suite dégainé son téléphone pour appeler le président du club du PSG pour lui passer une charge, en lui disant que c'était une tradition que le club professionnel abandonne sa part de recette au club amateur, et qu'il voulait coûte que coûte que cette tradition soit respectée, notamment à Épinal. Voilà une anecdote par laquelle il restait au service d'Épinal, de ses intérêts, alors qu'il n'en était plus le maire. Et puis vous savez qu'il avait le souci de l'égalité des chances. Il voulait retenir les jeunes sur le territoire. Il voulait que ces jeunes puissent faire des études. Donc il a négocié avec l'université de Nancy à l'époque, qui deviendra l'université de Lorraine, pour qu'Épinal puisse offrir de l'enseignement supérieur. C'est le début de la fac de droit, le début de la fac de sciences, de sport. Il s'est battu pour obtenir la seule école d'ingénieurs publics d'ingénieurs du bois en France, l'ENSTIB, ici, Épinal, capitale du bois. Quand on a été en capacité de construire cet amphithéâtre ici,
On était une petite école à l'époque. Et cette petite école, elle pouvait revendiquer la construction d'un amphi de 150 places, pas plus. Et donc c'était la règle, c'était la norme. Et j'étais allé présenter le projet à Philippe Séguin. Il dit non, moi je veux pas un amphithéâtre de 150 places, je veux un amphithéâtre de 250 places. Parce que j'en ai besoin pour ma ville. Je dis mais monsieur le député maire, c'est pas le même budget. Il m'a demandé combien il faut en plus. Alors je ne sais plus quelle était également la somme, mais c'était quelques millions de francs à l'époque. Il m'a dit je m'en occupe. Et effectivement, on a eu cet amphithéâtre de 250 places. Il avait le respect de l'individu dans sa diversité, quel que soit le statut, l'origine, les confessions, les convictions. Pour lui, chacun devait trouver sa place dans la société et la société devait lui donner sa chance à cet homme ou à cette femme. Il s'était forgé un corpus idéologique qui était vrai, qui était encore une fois pas fabriqué, sur des valeurs simples, mais des valeurs aujourd'hui qui sont unanimement reconnues. Alors, on dit toujours que c'était un gaulliste social, c'est le terme qu'on retient aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie fibre sociale liée à des origines, alors c'était pas Zola, mais liée à des origines, en tout cas un parcours difficile, le parcours d'un rapatrié dont le père est mort pour la France en 1943, donc arrivé dans le sud de la France dans des conditions assez modestes. Il était né en Afrique du Nord, il était né en Tunisie. Il a fait ses études à l'école normale, d'ailleurs, de Draguignan. Hein. Et puis après, il a été à Aix-en-Provence pour faire des études d'histoire. Et ensuite, il a passé les concours de l'ENA. C'était quelqu'un qui paraissait dur, mais qui en fait était une personnalité extrêmement sensible. Et j'ai le souvenir que lors d'une visite à la patinoire, notamment, vous savez qu'il avait lancé un projet dont j'ai été chargé de la mise en œuvre avec un inspecteur de l'éducation nationale, Gilbert Lencha. Il avait lancé le projet d'aménagement du temps de l'enfant qui a certainement été ce qui a été fait de plus abouti en France, avec l'école le matin, des activités culturelles sportives l'après-midi et des vacances plus courtes pour compenser évidemment les pertes de temps dans les horaires, etc. Et je me souviens d'une visite à la patinoire où on avait des gamins qui venaient le voir. Il attirait beaucoup les enfants. Quand ils étaient quelque part, les enfants avaient une très grande spontanéité avec lui et un enfant qui s'approchait et qui disait « Le maître n'est pas gentil avec moi, faut que tu m'aides. » Et je me souviens qu'il en avait eu les larmes aux yeux. Voilà, c'était un peu, si vous voulez, c'était un personnage très contrasté. L'aménagement de temps d'enfant, c'est sûr que c'était un vrai sujet pour lui. Et on a été ville-pilote, comme on était ville-pilote aussi sur la création du Conseil des jeunes. C'est le deuxième Conseil des jeunes de France, celui d'Épinal. Donc il avait une vraie attention à la jeunesse, une vraie attention à l'éducation, une vraie attention à ce que les jeunes soient ouverts sur le sport, mais aussi sur la culture. L'aménagement du temps d'enfant, c'était pas que le sport. C'était aussi l'ouverture sur des horizons différents. On disait souvent que le nombre de jeunes Pinéens qui n'avaient jamais vu Paris était relativement conséquent. Il avait fait en sorte à l'époque qu'aucun jeune Spidanien n'ait jamais eu l'occasion d'aller à la capitale. Donc on finançait des déplacements. Il tenait absolument à avoir un jumelage américain parce qu'il voulait absolument que les élèves, certains élèves de primaire, puissent aller auprès de la ville faire un séjour aux États-Unis. Ça, c'était sa grande idée. Et donc, on cherchait une ville aux États-Unis. Et puis, on avait, à Épinal, on avait la TRAN, qui existe toujours, échangeur de chaleur. Et dans les ingénieurs de la TRAN, il y avait pas mal de gens du coin d'Épinal qui avaient à la Crosse, puisque c'était à l'époque le siège central. Ça n'est plus aujourd'hui, mais c'était à l'époque le siège central de la TRAN. Et donc, il a fait affaire avec le directeur de la TRAN ici, qui a mis en relation avec la municipalité de la Crosse, et c'est parti comme ça. En matière culturelle, c'est le lancement du festival de la caricature, le festival de Rue et Compagnie en 1992, lorsqu'il a installé dans l'espace public des œuvres contemporaines
ou déjà à l'époque lorsqu'il a sauvé l'imagerie pèlerin. Et ensuite, on a diversifié les choses parce qu'il avait aussi il a eu des bonnes relations avec Montréal, où il a fait des séjours, il a été prof à l'université de Montréal à certains moments. Et donc, on a envoyé des classes, généralement de Pergaud, d'ailleurs, si je me souviens bien, au Canada, dans des tribus indiennes. Alors, les gamins qui ont vécu ça ont des souvenirs absolument incroyables. C'était un homme d'État, incontestablement. Il a certainement été le plus grand président de l'Assemblée nationale depuis 1958. Il a été ministre des Affaires sociales et du Travail. Il a influencé de nombreux textes de loi, influencé par la fibre sociale qui l'animait. Il faut se rappeler aussi que c'est le seul gaulliste, avec Jacques Chirac, qui a voté l'abolition de la peine de mort en 1981. D'ailleurs, il a tenu un discours qui est resté célèbre. On peut dire aussi qu'il a renforcé sa notoriété lorsqu'il s'est engagé seul contre tous, contre le traité de Maastricht en 1992. Là aussi, souvenons-nous de ce débat avec le président de la République, François Mitterrand. Puis il a été incontestablement l'artiste, l'acteur, l'artisan de la victoire de Jacques Chirac en 1995 avec cette lutte contre la fracture sociale. Et puis c'est l'époque aussi où on avait quand même certaines habitudes parisiennes, on va dire. C'est-à-dire qu'on était quand même, on a été plusieurs fois à l'hôtel de Lassay quand il était président de l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs extrêmement impressionnant. On cassait la croûte dans la salle à manger qui avait été occupée par Chambre-Delmas, avec d'ailleurs ces chiffres là-dessus. Et puis on assistait à l'arrivée du président de l'Assemblée avec la garde républicaine, les tambours, etc. C'est très impressionnant, hein, parce qu'on a vraiment physiquement l'idée que c'est là que l'on fait la loi. Hein. Et donc, bon, il y était allé à plusieurs reprises. Et puis, comme à l'époque, on était bien servi dans les Vosges, puisqu'il y avait Christian Poncelet qui était président du Sénat. Donc, on était invité au Sénat aussi au Nouvel An. Quand il y a eu cette inauguration de la rue Philippe-Séguin, c'était le Premier ministre François Fillon qui était à la manœuvre et qui était la personnalité officielle qui était venue pour cette inauguration. Et les services du Premier ministre étaient venus un nombre incalculable de fois visiter les lieux. Et ils voulaient absolument que je démonte ce pupitre parce que ça gênait pour les images, je ne sais quoi. Bon, moi, j'avais absolument pas envie de démonter ce pupitre. Je dis, mais vous ne pouvez pas enlever ce pupitre. C'était le pupitre de Philippe Séguin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on a construit cet amphi, ils voulaient une salle équipée avec une cabine de projection, etc. etc. Je dis, bon, on va faire ça. Je dis, mais nous, à l'université, on n'a pas de personnel pour mettre dans la cabine. Il m'avait dit, Triboulot, t'es un con. Hein, on va mettre sur le pupitre toutes les commandes et tes enseignants, ils sont quand même capables de mettre en route la vidéo, de mettre en route le son, etc. etc. Donc c'est ce pupitre qui est finalement l'œuvre de Philippe Séguin. Moi je dis toujours sur toutes les municipalités que j'ai connues en 49 ans, c'est vraiment la période probablement où j'étais le plus heureux à la ville, parce que on avait effectivement, j'avais les mains libres là-dessus. Et quand je dis moi, c'est tous les autres, mes collègues adjoints, on avait une délégation complète. Hein, il n'y avait pas de problème, quitte à se faire engueuler éventuellement s'il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Quand le projet de créer une école d'ingénieurs à Épinal a commencé à voir le jour et qu'elle a été diffusée, il y a eu une charge absolument incroyable de l'école concurrente, puisqu'il y a une école privée qui était à Paris et qui est maintenant à Nantes. Et je me rappelle d'un article paru dans la presse professionnelle du Bois, où la conclusion de l'auteur de cet article-là était la suivante: imagine-t-on un jeune de 20 ans venir s'enterrer 3 ans à Épinal? Évidemment, je me suis empressé d'aller communiquer cet article à Philippe Séguin, qui est entré dans une colère légendaire. On en connaît quelques-unes pour ceux qui l'ont côtoyé. Et j'ai encore en tête les éléments du courrier officiel qu'il a adressé à l'auteur de cet article. Je pense qu'il a dû mettre quelques nuits avant de ne plus faire de cauchemars, parce que c'était quelque chose d'une rigueur et d'une intensité et d'une remise au point qui était absolument merveilleuse.
J'ai souvenir d'un samedi ou d'un dimanche matin, je ne sais plus, à me faire réveiller à l'aube, alors que j'étais sorti la veille. J'avais l'âge de sortir la veille, parce qu'il y avait eu un incident dans un dossier municipal dans lequel je devais être plus ou moins impliqué. Et il m'avait sorti du lit pour m'engueuler, tout simplement, et pour me demander de venir en mairie pour qu'on s'explique. J'étais arrivé en mairie quelques minutes après, la marque de l'oreiller sur le visage. Et puis ça avait été houleux, voire volcanique pendant 1 minute. J'avais pris, mais il avait raison. Il avait raison. Et ça m'a servi. Et après cette minute, c'était plus qu'une engueulade. C'était 1 minute après, c'était apaisé, c'était la tape sur l'épaule, c'était t'en verras d'autres et la vie continue. Voilà. Si il piquait des colères, parfois homériques, comme on dit, ça n'allait jamais plus loin. C'était pas quelqu'un de rancunier, hein. Contrairement à d'autres hommes politiques que je ne citerai pas par pudeur. Seguin, il engueulait quelqu'un, puis après c'était fini, quoi. C'était terminé. Alors c'était effectivement, moi je l'ai vu raccompagner des conseillers municipaux de sa majorité dans le couloir de la mairie quand il y avait son bureau au rez-de-chaussée, avec perte et fracas, hein. Ça volait assez bas. Jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Tous les ans, lorsqu'il venait à Épinal, en général c'était pour l'ouverture officielle de la Cour des comptes régionale. Quand il avait fini tout ça, il me passait un coup de fil, il me dit « Tribouleau, t'es là ?» Je disais « Oui, je suis là, monsieur le président. » Je viens. Et il venait toujours accompagné. Et il avait un immense plaisir à faire le tour de cette école à son visiteur ou sa visiteuse. Et surtout, une grande fierté à montrer que sur la porte de l'amphithéâtre, il était écrit « Amphithéâtre Philippe Seguin ». D'ailleurs, cette plaque sur la porte, il y a aussi une anecdote, parce qu'habituellement, quand on inaugure un bâtiment au nom de quelqu'un, c'est qu'il est déjà mort, ce qui n'était pas le cas. Donc nous avions demandé une dérogation. Et puis en général, on met un petit rideau sur la plaque et puis on tire sur la ficelle pour dévoiler la plaque. Et moi qui suis un peu taquin, j'avais imaginé un autre scénario. J'étais venu avec la plaque sous le bras, 4 vis et un tournevis, en lui expliquant qu'on était dans une école d'ingénieurs et pour être digne de mettre son nom sur un amphithéâtre d'école d'ingénieurs, du bois, il fallait apporter la preuve qu'on était capable de poser soi-même la plaque. Alors, il s'est demandé si c'était du lard ou du cochon, mais finalement il l'a fait, ça l'a fait beaucoup rire. Vous voyez, l'œuvre de Philippe Seguin est immense. J'aurais pu vous parler de la première chaîne télévisée locale, Image Plus. J'aurais pu vous parler de la première ville câblée en France, Épinal. J'aurais pu vous parler de l'implantation de la Chambre régionale des comptes. J'aurais pu vous parler de la réactivation du premier régiment de tirailleurs, qui était un régiment chargé d'histoire, de tradition chère au cœur de Philippe Seguin. Donc aujourd'hui, incontestablement, il manque à la France. Alors, beaucoup, aujourd'hui, à droite comme à gauche, revendiquent le seguiniste. On attend toujours, en tout cas moi j'attends toujours, un guide qui m'inspire comme m'a inspiré Philippe Seguin, passionné par la France, passionné par la République, passionné par la nation, passionné par le peuple français. Il a guidé une partie de la vie politique pendant quelques années, trop peu. Ça restera pour beaucoup une amertume, le fait qu'il n'ait pas eu l'occasion de s'exprimer plus puissamment. Après, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour qui il a été, pour ce qu'il a fait et surtout pour le message qu'il a légué. Moi, j'avoue que lorsqu'on a appris le décès brutal de Philippe Seguin, c'était une très très grande tristesse pour l'école. Je me souviens avoir rassemblé l'ensemble des personnels et des élèves ici dans cet amphithéâtre-là. On a eu évidemment 1 minute de silence en sa mémoire. Et il y avait énormément d'émotions. Énormément d'émotions. Et on peut dire quelque part que pour nous, ici à l'ENSTIP, Philippe Seguin, c'était un père qui nous manque cruellement. Moi, la question qui m'anime très souvent, c'est que dirait-il, que voudrait-il que l'on dise aujourd'hui par rapport à la conception qu'il avait de la France, de sa place dans l'histoire. Je pense que ce que je retiendrai peut-être, ce qu'il voudrait que l'on dise, celles et ceux qui l'avons côtoyé,
à différentes fonctions, à différents âges, c'était qu'on ne trahisse pas, qu'on respecte globalement des principes, qu'on ne fasse pas preuve de faiblesse et qu'on prête beaucoup d'attention à la facilité du moment. Voilà, c'est un homme qui a posé des lignes, qui a posé une exigence, qui a à l'évidence servi la France, qui l'a incarné, qui l'a inspiré. Il manque beaucoup actuellement.